Bienvenue à toutes et à tous et merci pour votre présence et participation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Charlie Mazier, qui est conseiller régional Ouest Africa et chargé de suivi-évaluation au Conseil national de lutte contre le sida au Togo. Nous avons également Komi Noumessi Akliklou, qui est médecin prescripteur à l'association Action contre le sida, René Laboué, directeur exécutif de l'association Jade pour la vie, et Gauthier Sanlivre, qui est responsable plaidoyer à Solidarité Sida, qui conclura nos échanges. Je passe donc la parole avec plaisir à Charles Limazier, qui est du Conseil national de lutte contre le sida. Charles Limazier va nous parler du contexte de la prise en charge des ARV au Togo, avec un focus sur les enjeux et les défis. Charles, vous avez 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Myriam et merci à la plateforme ESA donc de m'associer à cet échange sur les enjeux de la problématique de la prise en charge par les ARV au Togo. Alors, j'ai un plan de présentation assez simple. Je vais rappeler un peu le contexte épidémiologique de la lutte contre le VIH-Sida au Togo, présenter les cascades de soins et de traitement, quels sont les principaux défis et quelles sont les organisations qui contribuent à la lutte contre le VIH-Sida et les opportunités que le pays a donc, pour pouvoir atteindre les 3,95 d'ici 2015 et d'ici 2025. Alors, quand on regarde, on estime aujourd'hui à 110 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida au Togo. Mais ce qui est un peu préoccupant, c'est le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant, qui est de l'ordre de 19%. Donc, il y a un effort qui doit être fait au niveau de la PTME. Quand on prend un peu sur la courbe qu'on est en train de voir, la prévalence du VIH en 2021 est de l'ordre de 1,93% dans la population générale. Mais chez les femmes, la prévalence est 2 fois plus élevée que chez les hommes. Donc, une féminisation, en tout cas, une féminisation de l'épidémie à VIH au niveau du Togo. Un peu cette courbe nous montre quelles sont les différentes prévalences au sein des deux sexes. En rouge, nous avions la prévalence des femmes et en bleu, la prévalence des hommes. Quand on regarde la prévalence des femmes, surtout dans la tranche de 30 à 34 ans, donc nous avions une prévalence chez les femmes qui est de l'ordre de 6,2%. Et donc, ce qui devait un peu nous interroger pour voir quelles sont les différentes actions que nous devons pouvoir faire, non seulement pour réduire la prévalence de l'infection à VIH, mais aussi, donc, parce que c'est ça aussi qui peut alimenter le taux de transmission final qui est très élevé au niveau donc, de la PTM. Ici, cette courbe nous montre un peu la prévalence au niveau des populations clés. Quand on regarde la prévalence, donc là, en vert, c'est la prévalence nationale, chez les professionnels de sexe. La prévalence en 2017, parce que c'est l'année de la dernière étude, la prévalence en 2017 est de l'ordre de 13,2%. On constate quand même qu'entre 2005 et 2017, la prévalence de l'infection à VIH diminue chez les professionnels de sexe. Mais ce qui nous interroge chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, la prévalence en 2015 était de 13% et en 2017, la prévalence est de 21%, donc 22%. Donc, ce qui montre qu'il y a la prévalence qui a augmenté au niveau des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Alors, quelle est la cascade de soins et de traitement? J'ai mis un peu les 4 cascades de soins et de traitement ici au niveau de la population générale. En 2020, nous avions 77% des personnes vivant avec le VIH-Sida qui connaissent leur statut sérologique. La mise sous traitement ARV, nous avions 71% qui sont mis sous traitement ARV et la suppression de la charge virale est de 59%. Ça, c'est dans la population générale. Mais au niveau des enfants, nous avions seulement 47% des enfants qui connaissent leur statut sérologique et 47% qui sont mis sous traitement ARV. Donc, ce qui dit qu'il y a beaucoup d'enfants encore pour lesquels il faudra que nous puissions chercher les cas possibles pour la mise sous traitement ARV. Au niveau des femmes, non, ça, je me suis trompé. Et la courbe suivante, femmes de 15 ans et plus, en réalité, c'est la courbe des hommes. Au niveau des hommes, donc, c'est plutôt 70% des hommes séropositifs qui connaissent leur statut sérologique et seulement 57% qui sont mis sous traitement ARV. Et donc, en tout cas, le lot de diapositives suivante, c'est 85% des femmes séropositives qui connaissent leur
sérologique et 83% qui sont sous traitement ARV. Ce qui montre même aussi qu'il y a un effort aussi à faire aussi au niveau des hommes, donc pour la recherche des cas positifs et pour la mise sous traitement ARV. Alors, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les principaux défis au niveau de la lutte contre le VIH-Sida au niveau national, c'est d'abord la disponibilité des ARV parce qu'en 2020, nous avions constaté des ruptures fréquentes et surtout la question de Covid a porté un coup à la chaîne logistique et de distribution. Du moment où nous faisons les dispensations multi-mois, il y a aussi le problème d'entreposage dans les sites de prise en charge parce que est-ce que les sites ont suffisamment d'espace pour pouvoir disposer 6 mois de traitement. Mais aussi la maîtrise de la quantification et du suivi-évaluation. Parce que généralement, si la quantification n'est pas très bien faite, on constate des ruptures au niveau de l'année. Et aussi les schémas thérapeutiques, il y a plusieurs schémas thérapeutiques qui sont là et qui ne facilitent pas en tout cas le suivi des patients sous traitement ARV. L'autre défi, comme je l'ai dit, c'est le dépistage des enfants et adolescents, mais c'est l'arrimage des hommes pour les soins, parce que les hommes sont dépistés, mais leur arrimage constitue un problème. C'est la recherche aussi de nouveaux cas positifs chez les populations clés. Et un défi majeur, c'est l'élimination des frais formels et informels qui peuvent constituer un frein à l'accès au traitement ARV. Parce que quand on demande à un patient de contribuer ou bien de payer quelque chose, beaucoup de patients étant indigents n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir payer. Alors, l'organisation de la lutte contre le VIH-Sida au niveau du Togo est une organisation multisectorielle où le programme national de lutte contre le sida, en tout cas, fait la coordination au niveau du secteur public santé. Mais nous avions beaucoup d'organisations de la société civile qui interviennent aussi non seulement sur les aspects de prévention, mais aussi sur les aspects de prise en charge, parce que près de 60 à 70% de tout ce qui est comme prévention est offert par les organisations de la société civile. Mais le secteur privé santé et même le secteur privé non santé aussi est fortement aussi impliqué. Ceci toujours donc, pour pouvoir aider au niveau du deuxième 90 notamment et l'arrimage des personnes séropositives aux soins. Alors, quelles sont les opportunités au niveau du pays? Nous avions les nouvelles subventions du Fonds mondial pour la période 2022-2023 avec une augmentation de plus de 80% donc des ressources allouées à la lutte contre le VIH-Sida. Le Togo aussi a bénéficié aussi du PEPFAR aussi, qui a apporté des aspects novatrices, non seulement des ressources, mais aussi des aspects novatrices aussi dans la recherche de nouveaux cas, ce qui a fait augmenter le taux de séropositivité, en tout cas sur les sites PEPFAR, à plus de 30%. Et donc, si le Togo adopte les stratégies au niveau des autres sites PEPFAR, on pourra obtenir de bons résultats. Il y a aussi cet engagement aussi de la société civile aussi qui est très important dans cette lutte aussi, non seulement dans la recherche des cas positifs, mais dans le suivi des patients séropositifs. L'autre opportunité, c'est la transition du pays, donc avec l'adoption du dolutegravir, qui est une grande opportunité à ce que, voilà, et puisque le dolutegravir, il est plus simple pour la prise, un seul comprimé par jour, donc ça augmente l'adhésion des patients à la prise en charge. Alors, quels sont les challenges? Le challenge, c'est l'atteinte de 3,95 d'ici 2025, mais aussi les besoins de prendre en compte les sous-groupes, notamment les enfants et les hommes, pour ne pas laisser quelqu'un de côté. Il faudra aussi renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources internes et externes et trouver des stratégies innovantes qui doivent être déployées afin de renforcer le dépistage des nouveaux cas positifs. Voilà un peu ce que je voudrais vous présenter au niveau du Togo, donc en termes des enjeux et défis au niveau de la prise en charge. Je m'excuse, comme je vous le disais, je suis à une réunion, donc les gens sont sortis de la réunion, du coup, il y a du flou derrière. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment, Charles, pour cette présentation très claire. Moi, j'ai une petite question, Charles. Dans une des slides, tu parles du transfert vers le TLD. Le TLD, donc, c'est les formes, en tout cas, c'est la thérapie unique où nous avons du tenofovir, du lamivudine, mais surtout le dolutegravir. Nous avions que la recommandation OMS, la dernière recommandation OMS, c'est de pouvoir adopter le dolutegravir au niveau des protocoles de prise en charge. Et donc, au niveau national, nous avions adopté le dolutegravir, donc en dose unique et fixe, avec le tenofovir et la lamivudine, à qui on donne aux patients et qui prennent un seul comprimé par jour et où c'est plus simple aussi de leur donner pour 3 ou 6 mois de traitement. Donc, c'est ce qui est fait et c'est plus tolérable. On a montré que la toxicité est moindre et aujourd'hui, on est en train de donner même du dolutegravir aux enfants
Au début, quand on avait adopté cette recommandation au niveau du Togo, ce n'était pas possible de donner ça aux enfants. Mais à partir de décembre 2020, donc on donne du dolutegravir aux enfants. Et voilà, c'est plus simple, c'est plus tolérable et ça permet même de supprimer la charge virale. En tout cas, les études ont permis de montrer que ça permet de supprimer la charge virale au bout de 3 mois de traitement pour un patient qui est vraiment observant à son TLD, donc où il y a une combinaison du dolutegravir dedans. Donc, le TLD, c'est le tenofovir, le lamivudine et le dolutegravir. Mais ce qu'il faudra, ce sur quoi on met un peu d'importance, c'est l'introduction du dolutegravir dans les recommandations. Merci, Myriam. D'accord. Merci, Charles, pour ta réponse. J'ai une question de Aude Paulmier de Solidarité SIDA qui demande comment s'explique la faible mise sous traitement des enfants. Merci bien, Myriam. Merci, Aude. Comment s'explique la faible mise de traitement des hommes? Des enfants. L'un des échecs. Des enfants. Oui. Okay. Déjà, au niveau des enfants, déjà le dépistage des enfants constitue un problème. C'est seulement 47% des enfants séropositifs qui sont dépistés. Mais tous, pour l'arrimage aux soins, tous ceux qui ont été dépistés positifs ont été arrimés aux soins. Mais le grand challenge au niveau des enfants, c'est le dépistage des cas positifs. C'est pour ça qu'on a intensifié les stratégies de dépistage familial, l'index testing. En 2020, on a montré quand même que les stratégies de dépistage familial et l'index testing a permis à ce qu'on puisse dépister plus de 1000 enfants séropositifs. Or, comparer ces chiffres avec les années précédentes, c'est 400-500 enfants séropositifs qu'on dépistait. Donc, c'est un peu ça, c'est vraiment le véritable challenge. Donc, c'est pour ça qu'on intensifie les stratégies aussi en pédiatrie, dans les centres de récupération nutritionnelle. En tout cas, toutes les portes d'entrée où un enfant pourra venir en consultation. Donc, on voudrait vraiment le dépister. Merci. Merci Charles pour cette réponse. J'ai une question de Arsène Obono de Camnafo. Donc merci Arsène pour cette question. Donc la question est, avec l'opportunité des nouvelles subventions pour la lutte contre le VIH, pensez-vous que celle-ci permettra de diminuer le taux d'infection auprès des populations clés dans les 5 prochaines années? Très bonne question. Merci Arsène pour la question. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la stratégie nationale devrait permettre à ce que nous puissions réduire le taux d'infection. Je ne voudrais pas trop m'aventurer à donner des chiffres parce que nous sommes à l'étape des études, mais les études de modélisation que nous sommes en train de voir, c'est que d'ici 2025, nous allons passer du taux de prévalence par exemple chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes de 22% en 2017 à près de 10% en 2025. Ça, c'est l'objectif national. Et on met beaucoup de moyens vraiment sur ces différentes stratégies de prévention. C'est la même chose aussi au niveau des professionnels de sexe, quand même, de réduire de 13% à 10%. Oui, au niveau national, nous sommes tellement optimistes sur cette question-là parce qu'on est en train de cerner vraiment au mieux et la prise en charge des populations clés. Merci Charles pour cette réponse. Je vous remercie pour vos questions. Donc, on va pouvoir passer la parole à Dr Akliklou, qui est Akliklou Komi-Noumessi, qui est médecin prescripteur à l'association Action contre le sida, qui va nous parler des enjeux des ARV pédiatriques à l'association ACS, Action contre le sida. Rebonjour tout le monde. Je m'en vais vous présenter un peu les réalités au niveau de certains centres, notamment Action contre le sida. Je vais sur le plan que voici, je vais présenter un peu la répartition des enfants et adolescents que nous avons sous traitement par rapport à leur âge et je vais présenter les critères de choix qui sont les nôtres en accord avec les recommandations du Programme national de lutte, la répartition des enfants sous traitement par rapport aux molécules qu'ils reçoivent et quelques difficultés ainsi que les approches de solutions. Donc, d'entrée, je dirais que nous avons 155 enfants et adolescents de 0 à 19 ans qui sont sous traitement chez nous sur une file active totale d'environ 2100 patients. Et il y a une prédominance féminine avec 86 filles pour 69 garçons, un 16 ratio homme sur femme de 0,8. Les 0 à 6 ans sont au nombre de 29, 7-10 ans 22 et la grande majorité sont les 11-19 ans qui sont au nombre de 103. Cette répartition est intéressante par rapport au type de molécules que le patient reçoit. Ainsi donc, en conformité avec le protocole national de prise en charge
Dès que l'enfant est diagnostiqué, il est mis sous traitement. Donc, c'est le test N-Stage qui est appliqué chez nous. Et en fonction de son âge donc, et de son poids, la molécule est choisie. Et pour les enfants qui sont dépistés à l'âge de 6 semaines jusqu'à 6 ans, c'est la bacavir, la lamivudine et le lopinavir boosté au ritonavir qui est adopté. La forme granulée qui est très intéressante pour les enfants. Et à partir de 6 ans, le protocole a introduit le dolutegravir et donc qui est recommandé à partir de 6 ans. Et donc pour les enfants qui ont déjà 10 ans ou 25 kilos, le tenofovir est introduit. Donc, à partir de ce niveau, c'est le TDF, bon, tenofovir, lamivudine, dolutegravir. Également, l'efavirenz est recommandé, mais le choix préférentiel, comme M. Limazier l'a précisé tantôt, c'est le dolutegravir. Et en deuxième ligne, nous avons le choix entre l'azidovudine, la lamivudine ou tenofovir, lamivudine, en fonction de ce que l'enfant prenait en première ligne. Et dès que le poids est au moins de 35 kg, nous avons le choix avec l'atazanavir boosté à la ritonavir, sinon le dolutegravir ou le lopinavir, en fonction donc de ce qui était initialement pris par l'enfant. Et aussi de la raison de passage en deuxième ligne. Il faut noter que nous avons dit ici à partir de 6 semaines parce que effectivement le diagnostic d'un sida avant l'âge de 6 semaines au Togo est exceptionnel parce que les enfants à la naissance sont sous nivérapine jusqu'à 6 semaines où nous réalisons le PCR et ce n'est qu'à ce moment que le diagnostic de VIH, de sida peut être fait. Et donc, les critères de choix, en octobre 2019, comme le disait tantôt M. Limazier, le Togo a introduit le dolutegravir dans le protocole de prise en charge et il a été recommandé comme premier choix. Et en août 2020, il y a une recommandation du Programme national de lutte contre le sida qui a recommandé de faire la transition de 100% des patients éligibles sous le tenofovir, lamivudine, dolutegravir, et ce, de façon progressive. Et nous, au niveau de Action contre le sida, nous avons opté pour la transition systématique de nos adolescents qui sont tous éligibles, pas seulement ceux qui sont sous tenofovir, lamivudine, efavirenz, le TLE, comme dans la recommandation, mais aussi tous ceux qui sont sous d'autres molécules, mais qui sont éligibles. Parce que le tenofovir offre l'avantage d'avoir moins d'effets secondaires. Les études ont prouvé qu'il y a moins d'abandon dû aux effets secondaires lorsque les patients sont sous tenofovir, lamivudine, dolutegravir, contrairement à d'autres. Et puis la prise également, comme il s'agit d'une molécule, d'une prise par jour, et cela offre un avantage, contrairement par exemple au lopinavir, qui doit être prise 2 fois dans la journée, et à l'efavirenz qui a été reconnu être à l'origine de certaines somnolences. Et donc, chez les adolescents, c'est intéressant d'avoir une molécule qui ne présente pas d'effet comme la somnolence, puisque les enfants doivent être éveillés à l'école. Et donc, nous avons essayé de faire la transition de presque tous nos enfants et adolescents qui sont éligibles donc sous TLD. Et ainsi, nous avons au niveau des 155 enfants qui sont suivis chez nous, 60% sont sous TLD et 25% sont sous ABC, 3TC et favirenz. Donc, attendez à bacavir, lamivudine et favirenz. Et ça, c'est essentiellement dû à leur poids qui ne leur permet pas encore, ou leur âge, bien sûr, qui ne leur permet pas encore de passer sous TLD. Et certains, essentiellement en deuxième ligne ou dû à certains effets que nous avons observés, sont toujours sous tenofovir, lamivudine et favirenz. Et d'autres sont un enfant est sous atazanavir et un autre sous zidovudine, lamivudine et favirenz. Les difficultés essentielles étaient qu'au cours de l'année 2020, dû aux problèmes notamment liés à la pandémie, au coronavirus, il y a eu une rupture effectivement du lopinavir, ritonavir au cours de l'année. Et ceci est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'enfants au niveau de la charge virale n'ont pas supprimé.
Et également, aujourd'hui au Togo, il n'est pas encore disponible les formes pédiatriques du dolutegravir, notamment 10 mg et 5 mg. La PCR n'est réalisée qu'à 6 semaines et pas avant, selon le protocole national. Et il y a un faible taux de couverture de la charge virale chez les enfants, parfois dû à des ruptures de réactifs. Et également, nous avons remarqué que les enfants qui ont pu quand même réaliser la charge virale, le taux de suppression est faible, de l'ordre de 52%, et ceci représente un défi. Dans les approches de solutions, déjà au niveau du pays, des efforts sont faits pour pallier aux ruptures et à ce jour, il n'y a plus de rupture de l'opinavir. Et également, nous pouvons dire que nous avons reçu très récemment du PNLS que des dispositions sont prises pour que le dolutegravir, notamment 10 mg, soit mis à disposition dans le pays très prochainement. Et au niveau de notre centre même, ACS, nous pouvons dire que nous avons accentué les actions d'observance thérapeutique chez les jeunes, notamment les clubs d'observance thérapeutique et les éducations thérapeutiques pour améliorer l'observance chez ces enfants que nous avons retrouvé être l'une des causes principales de la non-suppression de leur charge virale. Et nous avons également eu l'acquisition d'une centrifugeuse pour assurer le prélèvement de la charge virale de toute heure pour qu'on puisse améliorer notre couverture de prélèvement de la charge virale et atteindre les 100% de prélèvement de la charge virale chez les patients éligibles. Également, nous avons organisé le prélèvement communautaire. Nous allons chez les enfants, chez eux pour les prélever. Et il y a un système qui nous permet de faire l'extraction des enfants éligibles à la charge virale. Et dès que cette extraction est faite, nous procédons à leur appel individuellement. Et la transition également sous le TLD est une des stratégies qui permettra d'améliorer l'observance des enfants. C'était tout pour ma présentation. Monsieur René a déjà précisé les avantages grâce au projet PEPFAR et ACS également en bénéficient. Merci, Dr Akliklou, pour votre présentation. Donc, j'ai une question pour vous de la part de Abdou Adamou de MVS, que je remercie pour sa question. Donc, il demande quelles sont les principales raisons du passage en deuxième ligne chez les enfants et adolescents suivis au niveau de votre structure. La principale raison de passage en deuxième ligne, c'est les échecs thérapeutiques. Et donc, c'est d'abord peut-être les échecs virologiques, une charge virale qui reste au-delà de 1000 après 3 mois de traitement, suivi par quelques temps après par un taux de CD4 qui n'atteint pas les 500 et également les signes cliniques qui vont apparaître, notamment la perte de l'enfant qui continue à ne pas prendre du poids et puis les maladies opportunistes diverses. Et donc, lorsque ça survient de l'échec virologique, nous procédons à l'évaluation de la prise du traitement. Et souvent, c'est une question d'une observance thérapeutique. Et cette observance est donc renforcée par divers moyens. Mais malgré ça, il y a certains enfants qui, malgré que l'observance soit bonne, sont toujours en échec et là, nous passons en deuxième ligne. Donc, c'est essentiellement ça. Et quelques cas aussi constituent des intolérances au traitement, notamment par rapport au tenofovir où certains ont présenté des insuffisances rénales aiguës et il a été question de remplacer donc, le tenofovir par des molécules qui sont donc non hépato, non toxiques pour les reins. Donc, c'est essentiellement les problèmes d'échec thérapeutique et dans quelques rares cas des intolérances aux molécules spécifiques. Merci, Dr Akliklou, pour votre intervention. On va passer à la présentation de Monsieur Laboué, René, qui est directeur exécutif de l'association JAD pour la vie. Donc, René Laboué va nous parler des enjeux des traitements ARV au sein de l'association JAD pour la vie. Ok, je m'appelle René Laboué. Je suis le directeur exécutif de l'association de JAD pour la vie. Je vais vous parler un peu des enjeux du traitement ARV, la rupture, l'expérience du JAD pour la vie. L'association de JAD pour la vie est une structure de prise en charge des IST, VIH, SIDA. Quelle est la mission de l'association? C'est de s'investir dans la prévention, la prise en charge, la formation, l'accompagnement pour donner espoir aux personnes vivant avec le VIH, à leurs familles et à toute l'humanité. Nous intervenons dans le grand domaine
la préfecture des yeux et ses environs. Notre file active en décembre 2020 a été enregistrée à 156 personnes vivant avec le VIH sous traitement en fin décembre 2020. Et 74% sont des femmes, 7% des jeunes de 15 à 24 ans et 4% des enfants de moins de 15 ans, la majorité étant des mineurs. Les enjeux actuels du traitement et les défis à relever, cas du JAD. Dans cette partie, je vais parler un peu des enjeux au niveau national et quelle est l'expérience du JAD par rapport à ces enjeux et défis à relever. Avant d'y parvenir, brièvement, je fais une petite synthèse sur les différentes lignes de traitement d'ARV qu'il y a au Togo. D'abord, je parle d'abord des molécules ARV qui existent au Togo ces dernières années. Il y a le tenofovir, symbolisé par le TDF, la muvidine, symbolisée par 3-TC, dolutegravir, symbolisé par DTG, abacavir, ABC, efavirenz, EFV, lopinavir, LPV, atazanavir, ATV, ainsi de suite. Donc, à partir de ces molécules-là, nous avons au niveau du traitement des adultes 3 combinaisons. La première combinaison qui constitue la première ligne, voilà les combinaisons qui sont citées en bas. Il y a DTF, 3TC, DTG, que nous appelons communément TLD, c'est-à-dire tenofovir, lopinavir et dolutegravir. Charles a eu la peine d'en parler tout à l'heure dans sa présentation parce que c'est une nouvelle molécule, surtout le dolutegravir. OK, le DTF 3TC. Voilà les exemples qui sont cités pour la première ligne. Les combinaisons de la deuxième ligne, nous avons le ABC 3TC plus ATVR, AZT 3TC plus ATVR, ABC 3TC plus LPVR, AZT 3C plus DTG. Nous avons pris la peine de détailler ça pour que nous puissions comprendre la suite. Et la troisième ligne, les molécules qui rentrent dans cette combinaison, c'est ça qui se présente devant. Je prends seulement quelques exemples de DRV plus RAL plus RTV, le DRV, RTV plus DTG, plus DTF 3TC. Il faut remarquer qu'au JAD, sur les 3 lignes qui existent, 99% de la file active du JAD sont sur la première ligne et la deuxième ligne. Ils sont dispensés directement au JAD. OK, les enjeux et défis à relever. Expérience de JAD pour la première chose que nous relevons au niveau national, c'est toutes les personnes nouvellement dépistées VIH positives doivent être mises sous traitement. C'est ce que nous appelons sur le vocal test and state. Nous pensons que c'est un moyen de prévention et de diminution de l'épidémie. Au JAD, en 2020, 97% des nouvelles personnes dépistées ont été mises sous traitement. Ce potentiel est pratiquement de 100% pour le début de cette année, janvier-février 2020. Il faut reconnaître que le pays a fait beaucoup d'efforts parce que nous avons une disponibilité en temps réel des intrants pour le dépistage. J'avais parlé tout à l'heure du test and stats où nous en sommes à pratiquement à 100% pour janvier-février 2021. Et je félicitais en fait l'effort au niveau de l'État où les intrants, surtout pour le dépistage, sont disponibles en temps réel. L'autre défi et enjeu, c'est la transition vers les tenofovir, la muvidine, dolutegravir, TLD. C'est une substitution progressive du TLE vers le TLD, donc depuis août. Le JAD est pratiquement à 100% en fin décembre 2020. Et au début de l'année, nous sommes à 100%. L'autre enjeu, c'est maintenir le cap de la dispensation multi-mois, 3 à 6 mois. Et le défi, c'est la disponibilité du traitement en temps réel. Il faut reconnaître qu'en ce début d'année, le PLS fait vraiment un effort pour mettre à disposition les molécules pour le traitement. En 2020, il y a eu souvent des ruptures de médicaments. Souvent, qu'est-ce qu'on constate? Il y a présence des molécules manquantes sur certains sites, mais il y en avait sur d'autres sites, ce qui forçait
les prescripteurs, les dispensateurs à négocier avec d'autres structures pour les avoir. Et parfois, nous assistons à un refus de certains patients de prendre d'autres traitements que ce qu'ils prenaient avant au cas où il y avait un manque de quelques molécules et que les prescripteurs faisaient le switch pour leur faciliter le traitement. La problématique des médicaments de la troisième ligne est là. Il faut avouer que la troisième ligne, il y a très peu de personnes qui sont sur la troisième ligne. Au JAD, nous en avons que 2. Donc, du coup, il y a une réelle problématique par rapport à la prise en charge. Souvent, nous collaborons avec le CHU pour leur dispensation. De manière générale, lorsque nous sommes allés aux informations, en 2020, c'était essentiellement l'explication qu'on nous a donnée, c'était le non-respect des engagements des fournisseurs d'ARV au niveau du pays qui créait cette situation. Vivement qu'en 2021, on puisse prendre ce train pour le bonheur de la réponse du VIH au Togo. La rétention des patients sous traitement. Le traitement multi-mois, 3 mois actuellement, nous passons depuis février, nous sommes passés à 6 mois, crée d'autres défis à relever, notamment le suivi des patients stables à qui on a donné le traitement de 6 mois, notamment dans le suivi des effets secondaires. Ça va de l'observance du client, surtout au niveau des jeunes, où parfois les prescripteurs ont du mal à donner des traitements de 6 mois parce que déjà, certains, il y a le problème d'inobservance. Et certains, parfois, perdent même leur boîte de médicaments. Faut-il leur donner 6 mois? C'est toute une réflexion qui est autour actuellement au IAD pour voir comment nous pouvons trouver des solutions efficaces. L'autre chose dans la rétention, c'est le suivi individualisé des patients, surtout les patients instables. Comment nous pouvons organiser le suivi individualisé de ces patients pour éviter au maximum les perdus de vue. Toute une stratégie est mise en place actuellement avec l'appui du projet PEPFAR pour y arriver. Mais j'avoue que ce n'est pas facile et c'est très compliqué. C'est tout un circuit qui est mis en place pour arriver. Malgré ça, il y a toujours des perdus de vue selon la définition de PEPFAR. Vivement que nous arrivons à une définition commune au niveau national et au niveau du projet PEPFAR sur la définition des perdus de vue. L'autre défi, c'est la facilitation de l'accès à la charge virale. Il faut noter qu'il y a une très bonne organisation des prélèvements. Toutefois, au dernier trimestre, au dernier trimestre de 2020, nous avons beaucoup souffert sur le retour des résultats. Les raisons qui nous ont été évoquées essentiellement, c'était l'approvisionnement réactif, qui ont été les raisons fondamentales qui expliquaient cette situation. Reconnaissons qu'au JAD, en ce début d'année, à partir de février, les résultats reviennent plus fréquemment en 2020. On espère que ce problème aussi est ainsi résolu. OK, il ne me reste qu'à vous dire merci. Merci René pour cette présentation. Alors, j'ai une question pour vous de Leila Lost, que je remercie pour sa question. Donc, toutes les personnes nouvellement dépistées séropositives sont mises sous traitement à 100%. Quel est le délai moyen entre le jour du dépistage et le premier jour de mise sous traitement? Et la deuxième question, pour les ruptures de médicaments, comment cela se passe depuis le début de l'année 2021? OK, il faut reconnaître que, comme nous l'avons dit, pour les patients de la première ligne, nous avons réussi à mettre tous les patients qui étaient sur TLE vers le TLD, donc ce qui a résolu beaucoup de problèmes. Pour la première ligne, en début de cette année, nous n'avons pas connu de rupture de molécules. Mais pour les autres, nous n'avons pas connu de rupture. Le délai de mise sous traitement, souvent, le jour même où nous faisons le dépistage, nous faisons tout pour mettre la personne sous traitement. Parce que nous organisons et seulement les dépistages en fixe, mais aussi les dépistages en communauté. En allant, les équipes sont constituées à la fois des conseillers, des techniciens de laboratoire, mais aussi des prescripteurs. De telle manière que nous faisons tout pour en même temps que la personne est dépistée, nous faisons l'effort de l'intégrer au traitement. Il nous est arrivé parfois qu'il y a quelques patients qui ont échappé à ce délai de traitement le même jour. Mais après, nous avons toute une chaîne et tous les renseignements que nous prenons sur les cas positifs et les médiateurs qui sont là. Et parfois, il arrive que nous arrivons au niveau de 3 jours, 4 jours
avant que le patient ne soit mis sous traitement. Mais ces cas-là sont plutôt rares. Merci René pour votre réponse. J'ai une autre question de Arsène Obono de Camnafo. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments pour la stratégie de mise en œuvre des perdus de vue? En fait, pour la recherche de perdus de vue, je pense que c'est une proactivité de chaque structure. Au niveau du GIA, ce que nous faisons souvent, en début de semaine, il y a la liste. On fait sortir la liste de tous les patients qui ont un rendez-vous avec le prescripteur dans la semaine. Donc, actuellement, nous sommes sur une liste hebdomadaire. Et par rapport à cette liste hebdomadaire, nous essayons journalièrement d'appeler 24 heures ou 48 heures plutôt les patients qui doivent venir au centre pour leur traitement. Et nous les espérons jusqu'à la fin de la journée. Les patients qui n'arrivent pas, nous essayons de les communiquer nous essayons de les contacter directement. À ces patients, nous faisons la dispensation communautaire. Maintenant, souvent, le reste des patients qu'on n'a pas pu avoir dans la semaine, nous essayons tout au long du mois, en relation avec les médiateurs. Chaque lundi, nous avons une réunion hebdomadaire et nous faisons sortir la liste hebdomadaire de tous les patients qui ont un rendez-vous dans la semaine pour leur prise en charge. Et journalièrement, nous essayons d'établir la liste de ceux qui doivent passer. À la fin de la journée, ceux qui ne sont pas passés, non, bien avant, 48 heures avant, nous appelons en tout cas, les cas qui sont souvent dans les perdus de vue, nous essayons de les appeler systématiquement pour leur rappeler leur rendez-vous 48 heures avant. Et à la fin de la journée, on fait le point des patients qui sont arrivés. Les patients qui ne sont pas arrivés, on essaie de discuter avec eux pour voir si on ne pourrait pas les dispenser dans la communauté. Certains acceptent et nous organisons la dispensation communautaire. Pour ceux qu'on n'a pas pu retrouver dans la journée, nous avons tout le mois, et ça c'est en lien avec les médiateurs, où nous allons en visite à domicile dans la communauté pour rechercher ces patients. Souvent, nous allons avec le traitement pour dispenser ces patients parfois à domicile ou au lieu où nous le retrouvons le plus souvent. Ça permet de limiter vraiment le nombre de perdus de vue. Disons que c'est un suivi au jour le jour. Merci René pour cette réponse. Il y a une autre question qui rejoint plus ou moins celle-ci. La précédente, c'est une question de Margot de Solidarité SIDA qui demande quelles sont les stratégies préconisées par le PEPFAR pour éviter les perdus de vue et quelles sont les divergences en termes de définition des perdus de vue au Togo. Effectivement, si vous m'avez bien suivi, j'avais fait un clin d'œil dans ma présentation en disant en fait que vivement que la définition de perdu de vue au niveau du projet PEPFAR et au niveau du Togo puisse s'accorder. En fait, au niveau du Togo, c'est 3 mois, alors qu'au niveau du PEPFAR, c'est 28 jours après lorsque nous ne retrouvons pas le patient. Du coup, cela nous amène à mettre en place toute une stratégie. La stratégie pour retrouver les patients, comme je le dis, dépend des structures. Et le PEPFAR discute spécifiquement avec chaque structure selon ses moyens pour élaborer en fait la stratégie de recherche de perdus de vue. Et je venais de parler de la manière dont nous procédons. Certaines structures sortent des listes de 1 mois et ils ont le temps d'appeler bien avant. Je vous remercie infiniment pour les réponses. Et je remercie les participants pour les questions. Je vais passer la parole à Gauthier Sanlivre, qui est responsable plaidoyer à Solidarité SIDA, qui va nous proposer une synthèse des échanges pour conclure cette réunion pays. Gauthier, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Myriam, merci aux intervenants. Alors, effectivement, je suis Gauthier Sanlivre, je suis responsable du plaidoyer pour Solidarité SIDA. Depuis maintenant 3 ans et donc au sein de l'association je porte à la fois le plaidoyer ici en France et puis on travaille aussi avec dans le cadre de nos programmes avec un certain nombre d'associations qui sont ici présentes. Je pense notamment à René qui vient d'intervenir. Alors du coup moi mon intervention, l'idée c'était pour conclure un peu ces discussions-là et élargir aussi un tout petit peu la discussion, et parce que, vous l'aurez compris, ma formation initiale, c'est celle de plaidoyer. Donc, du coup, ce que je voulais vous proposer, plutôt que de
revenir sur les interventions des uns et des autres, c'était peut-être de vous proposer un tout petit peu juste quelques échanges sur les enjeux, les défis, les opportunités que ces questions posent en matière de plaidoyer. Et donc après, ensuite, n'hésitez pas aussi à poser des questions si jamais ce n'était pas forcément très clair ce que j'ai dit ou si vous avez des questions. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, les défis de la lutte contre le VIH, ils sont importants. Ils sont importants au niveau mondial, ils sont importants en Afrique de l'Ouest, au Togo, ils sont importants aussi en France. Malgré plusieurs décennies de lutte contre le VIH, il y a encore beaucoup de challenges qui restent à surmonter. C'est le cas notamment pour l'accès au traitement, à des traitements de qualité pour tout le monde, pour les adultes, pour les enfants, des traitements qui permettent d'éviter aussi un certain nombre d'effets secondaires, etc., et qui répondent véritablement aux besoins de chacun. Là, ici, j'en profite pour remercier du coup les intervenants avec leurs exposés très clairs sur notamment la situation togolaise. Les défis que j'ai envie d'aborder avec vous, ils sont de plus en plus complexes. Je pense notamment à la crise actuelle du Covid-19 qui a un impact sur la lutte contre le VIH-Sida. Le docteur Akliklou, justement, a mentionné le fait qu'il y avait notamment eu au Togo des questions de rupture d'ARV pédiatrique, justement liées directement à cette pandémie de Covid-19. Il y a des modélisations qui ont été faites par le Fonds mondial, par ONU-SIDA, sur justement les répercussions de la pandémie de coronavirus sur la lutte contre le VIH. Et ces modélisations nous disent qu'entre 2020 et 2022, il y aura environ 120 000 à 300 000 nouveaux cas et 150 000 environ nouveaux décès qu'on pourra imputer directement à l'impact du coronavirus sur la lutte contre le VIH. Ces résultats qui vont du coup plutôt vers une augmentation à la fois des contaminations et de la mortalité, c'est une première depuis de nombreuses années. Et ça s'explique par la saturation des systèmes de santé et des systèmes communautaires, mais aussi des perturbations des programmes de prévention, de l'accès au traitement, et puis aussi malheureusement de la diversion des ressources financières, mais je reviendrai un peu plus précisément sur cette question-là un tout petit peu plus tard dans ma conclusion. Et la dernière enquête du Fonds mondial qui a été menée dans plus de 106 pays fournit un aperçu assez clair de l'ampleur de l'impact du Covid-19, puisque en fait, le Fonds mondial a répertorié qu'environ 3/4 de ces programmes actuels ont été perturbés au cours de l'année dernière. Et donc là, encore une fois, je fais référence effectivement à ce que le docteur Akliklou disait sur la rupture des ARV pédiatriques au Togo, qui en est un exemple très concret. Le deuxième point que je voudrais aborder au niveau des défis, c'est bien évidemment aussi la question qui est cruciale, c'est le nerf de la guerre, c'est la question des financements qui font encore dans un certain nombre de pays, et notamment en Afrique de l'Ouest ou au Togo, encore trop souvent défaut. Derrière ça, il y a deux enjeux dont j'ai envie juste d'évoquer avec vous aujourd'hui. C'est effectivement une lassitude, il faut le dire, une lassitude de certains bailleurs et la crainte du coup d'un désengagement de certains bailleurs qui est un fait. Dans notre plaidoyer au quotidien ici, nous en France par exemple, on a pu le constater. On a mené une campagne en 2019 qui s'appelait Treatment for All, dont un certain nombre d'associations que vous représentez ici ont participé. Et on a bien vu lors de cette conférence du Fonds mondial autour de la reconstitution de ces ressources qu'il fallait trouver de nouveaux arguments pour que la communauté internationale se mobilise pleinement. Alors, l'objectif des 14 milliards à l'époque avait été atteint, mais la question se pose encore plus actuellement avec justement des engagements qui vont être très ambitieux. C'est les 3,90 qui n'ont pas été atteints, mais qui devraient être atteints d'ici quelques années. C'est ensuite l'atteinte des 3,95, l'objectif étant d'atteindre ces 3,95 au plus tard en 2025, mais 2025, c'est quasiment demain. Et puis ensuite, l'objectif final, on va dire, celui des objectifs du développement durable, donc les objectifs de 2030 qui sont ultra ambitieux, puisqu'en fait, c'est tout simplement la fin des 3 pandémies du VIH, de la tuberculose et du paludisme qui ont été posées sur la table. Et donc, du coup, ces défis, ils valent pour l'Afrique de l'Ouest, ils valent pour le Togo.
Et malgré des plans de rattrapage dans la région, la situation elle reste urgente. Et là, nos intervenants nous l'ont très clairement décrit. Une prévalence autour de 2%, une féminisation de l'épidémie, une augmentation des contaminations chez les plus jeunes, des défis sur le dépistage ou sur la mise sous traitement, et puis un travail sur les taux de couverture de la charge virale. Alors, c'est sûrement ma formation initiale dans le plaidoyer qui me fait dire ça, mais je suis convaincu aussi que ces défis, les objectifs qui sont devant nous, ils seront atteints si on renforce aussi la question du plaidoyer en Afrique de l'Ouest, au Togo, en France, dans nos associations. C'est dans ce cadre-là que dans notre programme aussi autonomisation, et je vais juste en 2 mots, que Solidarité Sida pilote avec les associations partenaires, c'est aussi ce travail qu'on essaye de mener à travers le plaidoyer, etc. L'idée, c'est de faire entendre la voix des communautés, puisqu'effectivement, si la question de l'accroissement des ressources internes et externes, c'est le nerf de la guerre, il faut aussi aller plus loin. Il faut maintenir, et ça c'est à mon avis les choses les plus importantes, c'est qu'il faut maintenir l'attention du VIH pour qu'il reste une priorité de santé publique. Il faut accroître la place et le financement des associations, car comme on le voit avec les intervenants d'aujourd'hui, ils sont les mieux placés pour répondre aux besoins des populations. Et puis, il faut placer les associations et les communautés véritablement au cœur des stratégies pour que ces stratégies n'oublient personne. Et puis enfin, il faut redoubler d'efforts pour lever les obstacles et les barrières qui font qu'on a toujours des problèmes d'équité, d'accès aux droits, on a des gros problèmes sur la question du genre, etc. C'est notamment ces approches qu'on souhaite voir porter dans notre accompagnement avec le programme Auto et qui inclut pour une première fois un volet de plaidoyer pour les associations. L'idée étant de les accompagner, de renforcer leurs capacités en la matière et puis de porter un certain nombre d'initiatives ensemble. Pour conclure, du coup, ma conclusion, je voudrais juste peut-être revenir sur quelques opportunités qui existent, parce que certaines existent, il faudra les saisir. La première des opportunités que je vois, c'est la crise actuelle, d'abord. Je pense que cette crise actuelle, elle nous montre quand même par la preuve qu'il est important d'accroître les financements et de renforcer les systèmes de santé. En France, on mène un certain nombre d'actions de plaidoyer qui visent à accroître la solidarité internationale et justement à la concentrer sur cette question-là des renforcements de systèmes de santé. Voilà, on utilise aussi d'une certaine façon cette période actuelle pour montrer que c'est important de le faire. Donc, on espère que ça portera ses fruits. Ensuite, la deuxième opportunité que je vois, c'est la rédaction actuelle et l'élaboration actuelle de la nouvelle stratégie du Fonds mondial. Le Fonds mondial ne peut pas tout, il a plein de défauts, etc., mais malgré tout, il peut beaucoup. Et avec les réseaux, avec un certain nombre de réseaux, un certain nombre d'associations, on mène aussi un plaidoyer pour que déjà sa mission principale reste bien la lutte contre les 3 pandémies, parce que la tentation est grande d'élargir son mandat aussi à d'autres épidémies, et surtout de placer les associations et les communautés au cœur de la nouvelle stratégie. Et puis ensuite, la troisième opportunité que je vois, qui est toujours en lien avec le Fonds mondial, c'est que ça va revenir très vite, mais le Fonds mondial en fait, va fêter son 20e anniversaire en fin d'année, je crois que c'est au mois de décembre, et puis très vite, il y aura l'année prochaine aussi une nouvelle conférence de reconstitution de ces ressources. Ces deux échéances doivent nous permettre de faire entendre justement la voix des associations sur le terrain pour que la réponse apportée par le Fonds mondial réponde justement encore mieux aux défis que vous rencontrez, à la question de l'accès au traitement pour tous, partout, etc. Le quatrième défi que je n'avais pas forcément en tête au début de mon intervention, mais que le point porté par Charles sur la féminisation de l'épidémie m'a fait penser, c'est qu'il y aura aussi un événement important qui aura lieu en France, c'est un hasard, mais c'est celui du Forum Génération Égalité. En gros, pour la faire très simple, mais je pourrais vous envoyer des documents un peu là-dessus, c'est qu'on va fêter en fait en 2020-2021 les 25 ans d'une conférence assez importante qui est la conférence de Pékin sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes.
Et il y a 25 ans, en fait, la communauté internationale s'était donné un certain nombre d'objectifs avec un plan d'action justement pour réduire ces inégalités et notamment lutter contre la féminisation de l'épidémie de VIH. Donc, force est de constater que ce plan d'action n'a pas fonctionné, mais en tout cas, sachez que ces questions-là seront au cœur de l'actualité, normalement cet été avec ce fameux forum Génération Égalité. Le dernier point et les dernières opportunités que je voudrais soulever, c'est des opportunités pour le Togo, qui ont été déjà mentionnées, mais je les rappelle ici, effectivement, une nouvelle subvention du Fonds mondial, avec des ressources qui devraient augmenter de 80%. Le soutien toujours de PEPFAR, et puis ce nouveau cadre du PSN 2021-2025 qui se donne quand même des objectifs assez ambitieux. Réduire les infections de 75%, réduire la mortalité de 80% et puis améliorer l'environnement favorable de la lutte contre le VIH pour le Togo. Là aussi, il faudra une société civile qui soit particulièrement active pour s'assurer que les engagements qui se retrouvent dans ce PSN 2021-2025 soient bien réalisés sur le terrain et dans le quotidien. Et donc là aussi, ça fait partie finalement du plaidoyer, à la fois de porter des engagements, mais aussi de veiller à ce qu'ils soient tenus sur le terrain. Donc voilà un tout petit peu les enjeux, les défis et les opportunités que j'ai voulu un peu rassembler ici. Il en manque certainement. Et puis, je suis ouvert à vos questions si vous en aviez. Merci. Charles, j'ai une question pour toi de la part de Aude Paulmier de Solidarité SIDA. Qui demande des actions spécifiques sont-elles envisagées au niveau national pour renforcer l'accès aux examens de charge virale? À ce jour, on a commencé par mettre en place un groupe de travail sur la charge virale au niveau national qui prend en compte tous les partenaires, notamment le Fonds mondial, le PEPFAR et même les différents bénéficiaires, donc pour réfléchir sur la stratégie à mettre en place donc pour l'accès de la charge virale. Ça, c'est déjà une première action. La deuxième action, c'est qu'avec le PEPFAR, les subventions du PEPFAR et du Fonds mondial ont aussi renforcé l'achat des intrants de charge virale pour éviter les ruptures. L'autre chose aussi, c'est la mutualisation même des équipements en place. Le pays, avec la COVID, donc nous avions acheté beaucoup d'équipements de GeneXpert. Or, GeneXpert, en dehors même du dépistage de la COVID, peut servir à la charge virale et peut servir même au diagnostic de la tuberculose multirésistance. Donc, on veut mettre tous ces appareils-là, mutualiser tous ces appareils-là, donc pour pouvoir renforcer la disponibilité même de la charge virale. Parce qu'avant, on avait un plateau technique seulement à Lomé et à Kara, mais on était en train de renforcer les plateaux techniques et il faudra vraiment qu'on puisse décentraliser. Et l'autre challenge, c'est la question des ressources humaines. Parce qu'au début, on avait mis que pour la charge virale, il fallait un médecin biologiste. Et donc, les médecins biologistes, ça ne court pas par les rues. Et donc, depuis 1 an et demi, on est en train de former les ingénieurs et les techniciens supérieurs de laboratoire donc, pour pouvoir manipuler les échantillons de charge virale. Et donc, c'est plus facile donc, de pouvoir les recruter et donc de les mettre à la disposition maintenant de ces différents plateaux. Et l'autre chose, c'est les prélèvements groupés et les acheminements aussi pour les sites qui n'ont pas d'équipement, donc de faire des prélèvements groupés et de pouvoir les acheminer au niveau des plateaux charge virale avec un rendu de résultat qui peut être rendu par SMS en attendant que le médecin puisse prendre une décision et après la version papier pourrait arriver. Voilà un peu ce que je pourrais répondre assez rapidement sur la question qui a été posée par Aude. Merci beaucoup. Il y a Réjeanne Zio qui a parlé de la péréducation. Réjeanne, est-ce que tu peux nous apporter un peu plus d'éléments là-dessus? En fait, c'est par rapport à la question du docteur de ACS. Je pense qu'ils expérimentent aussi la péréducation chez eux. C'est une des stratégies que la plupart des associations qu'on soutient, ils ont mis en place. C'est vrai que voilà, l'observance chez les ados, c'est une grosse problématique et c'est lié à beaucoup de facteurs. Donc, il faut que les équipes arrivent à déceler voilà, ce qui se cache derrière et à proposer des activités qui peuvent en tout cas permettre à ces ados-là de retrouver la voie du traitement, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal d'activités aussi qui sont organisées, qui permettent d'améliorer leur estime de soi. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très
très fort chez les ados. Ils ont besoin, voilà, de s'identifier à des ados qui sont, entre guillemets, sains. Et pour ça, il faut, voilà, il y a beaucoup de facteurs. Il y a des ados qui peuvent arrêter de prendre les traitements parce qu'ils ont des signes physiques de la maladie. Les verrues planes, par exemple, c'est quelque chose qui se voit et ça peut amener un adolescent à arrêter son traitement. Donc, les causes sont nombreuses. Donc, je pense qu'il faut travailler avec les psychologues, travailler avec les pères éducateurs parce que c'est beaucoup plus facile souvent pour un adolescent de se confier à un autre adolescent et puis voilà, les mobiliser autour d'activités qui les intéressent, quoi. Et ça peut permettre de ramener certains ados dans le soin, en fait. Merci Réjeanne pour ton témoignage. Docteur Aklikou, est-ce que vous voulez compléter? Merci beaucoup pour les éléments apportés. Je pense que tout ça, déjà, bon, à notre niveau, c'est quand même mis en œuvre. Mais le constat est que la suppression n'est pas exactement la même chose. Bon, je sais qu'il y a des espoirs au niveau du traitement qui sont en train d'apparaître à l'horizon, qui pourront profiter aux adolescents, notamment si les prises ne peuvent cesser d'être journalières et peut-être passer à des intervalles beaucoup plus larges et tout ça. J'espère qu'il y a des choses qui vont venir. Sinon, vraiment, tout ce qui ont été cités, c'est déjà mis en œuvre quand même, mais le constat, il est toujours là, quoi. Merci. Merci, docteur Aklikou. Donc, une question de Adamou de MVS. Alors, est-ce qu'au Togo, vous êtes confronté à des problèmes de maintenance des appareils de charge virale? En effet, dans certains pays comme le Niger, les techniciens chargés de la maintenance des appareils de charge virale ne sont pas des locaux, mais des agences sous contrat en lien avec les appareils. Merci Myriam. Je pense qu'au début, c'est vrai qu'il y avait de grandes difficultés au niveau de la maintenance de la charge virale. Ouais. Maintenant, ce qui est préconisé aujourd'hui au niveau national, c'est que quand on lance l'appel à manifestation pour les équipements de charge virale, cette clause de contrat est mise dedans. Donc, et les appareils qui sont achetés, on s'assure qu'il faudrait qu'il y ait des compétences au niveau local donc pour pouvoir faire la maintenance. Parce qu'il y a ces appareils qui sont restés pratiquement 1 an, 2 ans sans être utilisés parce qu'il y avait un problème, en tout cas, de panne. Mais les clauses actuelles, depuis 2020, les clauses actuelles mettent en tout cas un point sur la maintenance et le suivi, même et la formation même des acteurs, et qui doit pouvoir se faire par un acteur local pour que voilà, il n'y ait pas de problème donc de ressources humaines si une panne survenait. Merci. Un grand merci donc à l'ensemble des intervenants, Charlie Mazier, à René Laboué, à Dr Aklikou et à Gauthier Sanlivre, ainsi qu'à vous, les participants et participantes, pour votre présence active. Je remercie Leïla et Mélanie de la plateforme ELSA pour l'organisation de cette réunion pays. Encore un merci et à bientôt.